L'infidélité, c'est un mot bien délicat. C'est peut-être pas bien, mais ça se fait. C'est qu'il y a peut-être aussi des raisons. Ça vient pas tout seul et ça vient des deux aussi. Quand une femme n'est pas en sécurité dans son couple, je les juge pas, mais en même temps, je le cautionne pas. On va dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Son corps y appartient. Ça montre soit l'amour, soit le respectueux envers une personne. Elle aime sa liberté. Je suis quelqu'un qui a besoin de... je peux pas l'enfermer. Est-ce que c'est pas parce que les hommes ont voulu garder le contrôle sur les femmes que finalement ce mot existe ? Bienvenue dans l'Incartade, le podcast qui propose un nouveau regard sur l'infidélité féminine. Ce sujet concerne près de 40% des femmes en France et en Belgique, et pourtant il reste encore tabou. Ici, on ne juge pas, on explore, on questionne. Je m'appelle Céline, je suis coach et autrice. J'ai moi-même traversé une histoire qui a fait vaciller toute ma vie. De cette expérience est né ce podcast et un roman de fiction inspiré du réel qui aidera les femmes à sortir de la honte et à se sentir moins seules. Si cet épisode te parle, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou 5 étoiles. C'est ce qui permettra à d'autres femmes de comprendre que cette transgression peut parfois être un chemin d'émancipation. Hello, c'est Céline. Je te remercie pour ta patience. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais qu'il y a 2 mois qui se sont écoulés depuis le dernier témoignage. Je t'avais fait un petit épisode spécial pour fêter le début des précommandes de mon livre. Et depuis, j'ai eu énormément de travail pour préparer une soirée de lancement tout à fait exceptionnelle qui a eu lieu à Liège. Et pour célébrer en fait le lancement de mon livre. Il est donc disponible dès à présent sur mon site. Donc si tu veux découvrir toute l'histoire de Juliette, une fille bien comme il faut qui a apparemment tout pour être heureuse, mais qui va rencontrer quelqu'un à seulement 3 mois de son mariage et qui va voir toutes ses certitudes s'écrouler, eh bien cette histoire est enfin disponible. Alors attention, c'est une histoire très croustillante qui s'adresse à un public expérimenté, si on peut dire ça comme ça. Le livre est disponible sur mon site internet www.celinevantilio.com. Je te remets toutes les infos en commentaire. Plongeons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'accueille Chloé et son histoire résonne fort avec celle de Zoé que tu as découverte dans l'épisode 3. Est-ce que tu te souviens, c'est elle qui se demandait mais comment rester épanouie dans un couple, principalement dans le cadre de notre intimité et sur le long terme ? Eh bien, Chloé, elle n'a pas seulement remis son couple en question. Elle ne s'est pas remise non plus uniquement elle en question. Elle a remis tout le système en question. Car parfois, une infidélité ne vient pas seulement fissurer une relation, mais elle vient fissurer une structure. Dans le cas de Chloé, c'est l'institution même du couple hétérosexuel traditionnel, c'est-à-dire exclusif, linéaire, établi comme une évidence, qui a explosé le jour où elle a eu des sentiments forts pour quelqu'un d'autre. Je préfère te prévenir, cet épisode ne va pas juste te bousculer. Non, il va venir vraiment décoller la peau de ton crâne, c'est-à-dire décoller toutes les croyances que tu pensais immuables sur ce qu'est un bon couple ou une bonne décision. Alors, respire un grand coup et ouvre grand l'espace de ce qui pourrait exister d'autre. Je te laisse en compagnie de Chloé. Bonne écoute. Chloé, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Je m'appelle Chloé, j'ai 38 ans. J'habite dans le sud-ouest de la France et je suis danseuse professionnelle, chorégraphe, artiste au sens large, parce que je touche aussi au textile et création textile, costume. L'artisanat m'intéresse beaucoup aussi, je fais plein de choses autour de ça. Alors aujourd'hui, je suis en couple depuis 15 ans, bientôt, avec mon compagnon. J'ai eu juste un copain avant lui, presque 2 ans et demi. Et c'était vraiment mon premier copain officiel, présenté aux parents, la totale quoi. Celui avec qui je me voyais faire ma vie, avoir des enfants, tout ça quoi. Mais j'étais jeune, j'avais 20 ans quand je l'ai rencontré. Qui tu étais justement à ce moment-là quand tu as rencontré ton compagnon actuel avec qui tu es donc depuis 15 ans ?
Oui, parce qu'on peut pas parler de mon histoire actuelle sans parler de ce par quoi je suis passée avant, parce que c'est forcément, ça te forge. J'ai toujours beaucoup aimé tomber amoureuse quand j'étais petite. Je tombais amoureuse très souvent. J'avais vraiment cette image-là de le trouver l'homme de ma vie, le prince charmant, très très tôt. J'avais envie de me marier très jeune, avoir des enfants très jeunes. Genre, je serais tombée enceinte à 20 ans, j'aurais été comblée, quoi, à l'époque. Donc à 20 ans, j'étais un peu cette jeune fille-là, quoi. J'avais envie de tomber amoureuse éperdument, et que ce soit l'homme de ma vie, qu'on construise notre vie ensemble, le pavillon de banlieue, le chien, ou la ferme, j'en sais rien, et les 4 enfants qui courent en culotte courte dans les champs, et voilà, quoi. C'était vraiment mon idéal dans ma tête. Et quand j'ai rencontré, du coup, mon premier petit copain, il était plus âgé que moi. Il cristallisait vraiment tous ces aspects-là. Déjà qu'un homme plus âgé s'intéresse à moi, c'était waouh. Qui était déjà avancé dans la vie. Genre, il allait avoir son diplôme de prof. Il était stable, il était sportif. Il avait plein d'amis qui n'étaient pas du tout dans mon cercle à moi. Donc ça m'ouvrait à plein de choses aussi. C'était très, très attirant et je me suis plongée à corps perdu dans cette relation. Et j'avais envie que ce soit la bonne, la relation, celle de ma vie, quoi. Et en plus, très vite, comme on était originaire du même endroit, on a très vite été chez les parents des uns des autres. Enfin, il y avait aussi toute la dimension familiale qui a pris beaucoup tout de suite, beaucoup de place. Et bah bien sûr, ça ne s'est pas terminé comme je l'aurais voulu, évidemment. Et j'ai vécu l'infidélité du coup de l'autre côté. Donc c'est lui qui a été infidèle. J'aurais été capable de beaucoup lui pardonner. Comme mon idée de départ, c'était je veux faire ma vie avec lui, j'étais capable d'accepter n'importe quoi et de lui pardonner toutes ses erreurs et toutes ses infidélités s'il allait en avoir d'autres pour qu'il reste avec moi. Quand j'ai compris au bout de 1 an presque de se fréquenter sans être ensemble officiellement, parce que évidemment on continuait à se voir intimement, moi j'espérais toujours qu'il déclenche quelque chose et qu'il revienne. Finalement, quand j'ai compris que ça n'arriverait pas, j'ai dit bon, allez stop, on arrête les conneries, maintenant ça suffit. Et donc on a officiellement rompu presque 1 an après notre première rupture, quoi. Et pendant ce laps de temps, un de mes meilleurs amis m'a présenté donc mon copain actuel, qui du coup, dans cet état d'esprit, moi, m'intéresse pas du tout parce que j'avais envie que mon ex revienne. Enfin, c'était vraiment pas du tout dans mon... Puis il était tellement différent, il était très en retrait, timide, pas beaucoup de conversations, enfin fallait creuser, quoi. J'avais la flemme de creuser. Quand j'ai compris que je lui plaisais, j'ai tout de suite mis un stop. Je lui ai dit écoute, je crois que je suis pas prête et là il faut que je mette à l'arrêt beaucoup de choses. Enfin voilà, il faut que je règle beaucoup de choses et que je clôture beaucoup de choses avant qu'on puisse envisager quoi que ce soit ensemble. Jusqu'au jour où mon compagnon actuel, donc à l'époque, a remis un petit grain de sable dans le rouage et s'est dit bon, je suis encore là, si tu veux qu'on se voit, sans pression évidemment. Et il m'a invitée à une soirée chez lui. Il y avait mon petit frère, je me rappelle, qui était venu me voir à Toulouse à l'époque. Et je dis pour montrer à mon frère que je vais mieux, allez, je vais le sortir, je vais l'emmener dans une fête d'adultes parce qu'il était beaucoup plus jeune. Dans une fête avec des gens cool et tout. Et du coup, c'est là où je me suis dit, quand même, ce garçon, il a l'air simple, posé, il est mignon, il est intéressant. Pourquoi pas lui donner sa chance, en fait ? Ça dure 6 mois, c'est pas grave. Et donc, ça a commencé comme ça. Vraiment, autant de son côté que du mien, c'était casual, c'était on se prend pas la tête, on fait au jour le jour, on se met pas la pression. Et en fait, ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'avancer différemment avec lui. Et c'est arrivé très tôt dans la relation, cette réflexion. Et là, tu avais déjà un peu déconstruit, je vais dire, cette histoire de prince charmant. Je dirais pas déconstruit, j'étais désabusée. J'étais tellement blessée et fallait tellement détruire ce modèle que je m'étais construit dans ma tête. En plus, la même année, mes parents ont divorcé. Donc il y a eu aussi ce modèle de couple que j'ai eu sous mes yeux toute ma vie qui s'effondrait, et de famille, d'idéal de famille, de choses comme ça. Donc en fait j'ai eu un peu 2 effondrements en même temps, qui fait qu'en fait j'avais pas la place mentalement pour me reprojeter aussi fort dans une relation aussi vite. On a pris notre temps, vraiment, on se disait sans arrêt, on se projette pas. J'ai mis très longtemps à lui dire que je l'aimais. Il y a des choses qu'on n'osait pas se dire de peur de trop s'engager émotionnellement.
Vraiment, on était tous les deux, parce que lui, il avait eu aussi une rupture avant moi, d'une première relation aussi longue et sérieuse. Donc on était un peu sur le même niveau, sur le même plan émotionnel, même si lui, il a eu plus d'expérience, il a connu plus de femmes que moi, j'avais connu d'hommes, parce que clairement, si on peut parler aussi de la découverte sexuelle... Ici, la Céline du montage. Nous devons te prévenir que les propos qui vont suivre pourraient heurter ta sensibilité. Nous avons donc décidé avec Chloé de mettre un trigger warning. Si tu peux être sensible ou déclenché par des propos liés à de la violence envers les femmes, je te conseille de mettre pause maintenant et de te rendre 30 secondes plus tard dans le déroulé de l'épisode. J'ai eu pas de bonnes expériences avant mon ex. J'ai été agressée sexuellement. Ma première expérience sexuelle a été une agression sexuelle quand j'étais à la fac, donc à 18 ans. Mais je ne le savais pas à l'époque que c'était une agression. Donc j'ai porté cette culpabilité très longtemps de dire je suis pas capable de désirer, je suis pas capable qu'un homme me désire sexuellement. Enfin, je suis bonne à rien, quoi. Donc il y avait aussi beaucoup de dévalorisation de soi au niveau sexuel et physique. Donc la découverte de tout ça, ça a été un carnage au début. Et avec mon ex, ça s'est fait de façon très lente, et parce que moi, ça bloquait. Donc on a eu très peu d'expérience aussi. Enfin, ça s'est débloqué au bout d'un moment. Je veux dire, c'était mon seul et unique vraie expérience sexuelle avant que je rencontre mon compagnon actuel. Donc c'est vrai qu'il y avait cette fraîcheur aussi de se dire, il y a un nouveau souffle aussi, genre je découvre aussi des nouvelles choses de moi, différentes, déconstruire aussi cette idée de la sexualité que j'avais. Et c'était très doux, très, très apaisé en fait, donc ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. On a emménagé ensemble au bout de 3-4 ans de relation. Je trouvais que c'était arrivé tard, mais j'étais contente de ça. En fait, je crois qu'avec lui, j'ai appris dès le début à rester un peu libre et choisir en fait. Alors que dans mes relations précédentes, je pensais pas avoir le choix. On avait tellement une idée préconçue de ce que devait être un couple que en fait, je m'étais pas dit que ça pouvait être autrement. Et on peut passer par d'autres chemins, on peut passer par d'autres, on peut se découvrir autrement. Mais ça, voilà, ça s'apprend avec l'expérience et avec les gens qu'on rencontre. Et du coup, avec mon compagnon, c'est ça qui s'est passé, c'est que tous les deux, on a appris à faire marche en arrière sur nos acquis, entre guillemets, sur ce qu'on croyait être ce que devait être un couple. Mais déjà ça, je pense que ça va amener, mais pour plein de personnes qui vont écouter ça, un sentiment de soulagement énorme, parce que, comme tu dis, on se dit, on rencontre quelqu'un, au bout de X temps, il faut aménager ensemble, sinon c'est pas normal, sinon ça veut dire quelque chose. Ou se dire je t'aime, présenter les parents. Moi j'ai mis 6 ans avant de rencontrer ses parents. Et encore aujourd'hui, par exemple, on fait pas Noël ensemble. Nous, c'est nous deux en fait. Et en fait, on s'est construit très tôt sur ce nous deux, face au reste du monde, quoi, en gros. En fait, mon histoire d'amour, c'est à moi, elle appartient à nous deux. Elle appartient pas à ma famille, elle appartient pas à mes frères, elle appartient pas à mes cousins. Enfin, c'est notre histoire. Donc en fait, dès le départ, vraiment, ça a été apprendre à se connaître profondément, avec de la lenteur, beaucoup de douceur. Et c'est ça qui a mis une très bonne base pour la suite. Comment tu évolues d'un point de vue, je veux dire, personnel, individuel, professionnel? À ce moment-là, tu en es où? C'est quoi ton cheminement? J'ai fini donc ma formation professionnelle de danseuse, je veux monter ma compagnie, j'essaie de monter des projets, ça marche pas comme j'aimerais. Mon compagnon a aussi été un soutien pour ça aussi, parce que il y avait cette complémentarité aussi de comprendre mon métier, chose que par exemple mon ex ne comprenait pas. Lui il était prof, c'était très cartésien dans sa tête. Il me disait par exemple beaucoup qu'il comprenait pas pourquoi j'avais besoin de sortir du lot, pourquoi j'avais besoin... Quand je passe un casting ou une audition, si je ressemble à toutes les autres, je vais jamais me faire repérer. Enfin, au bout d'un moment, il faut que je sois un peu extraordinaire, quoi. Il faut que je montre une personnalité et tout. Et ça le dérangeait beaucoup. C'était un côté de mon métier qu'il comprenait pas. Et tout ce début de carrière a été un peu fait de haut et de bas, parce que d'un côté, je sentais que j'avançais, d'un côté, je sentais que je reculais de 5 pas 2 mois après. Ça amenait aussi une inégalité qui, moi, m'a beaucoup pesé entre nous. C'était l'inégalité financière, où je me sentais un peu entretenue, entre guillemets, parce qu'il y a des mois où je pouvais pas payer ma part de loyer, et du coup, lui, payait pour nous deux. Ce que m'a appris cette nouvelle relation, dès le départ, c'est de conquérir mon indépendance émotionnelle, financière, professionnelle. Et je voulais vraiment cocher toutes les cases, et j'ai un côté très impatient.
Et je sentais que j'y arrivais pas. Et je sentais que ça bloquait. Et donc, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Quand on a emménagé ensemble, par exemple, ça a été beaucoup ça. Et en même temps, une force parce que je pouvais aussi me dire que bon, j'ai un toit sur la tête. Pour l'instant, je peux pas payer mon loyer, mais peut-être que plus tard, c'est moi qui renverserai la balance. Donc ça aussi, ça nous a soudés beaucoup. Et je commençais en parallèle à partir quand même pas mal pour quelques dates. Donc c'était les débuts aussi de l'exploration du métier en dehors de ma ville, quoi. En tournée et tout, ce qui est très exaltant et très très chouette. Mais qui a amené du coup des questions assez vite dans ma tête, où j'ai senti très vite que la Chloé ado qui tombait amoureuse toutes les 5 secondes dès qu'un garçon croisait son regard, elle était finalement encore là, quelque part, et que je me sentais très vite troublée par des énergies des personnalités qui travaillaient avec moi, et ça me troublait beaucoup. Et en même temps, ça me faisait plaisir, parce que je retrouvais ce côté-là de moi un peu plus flambeuse, quoi, un peu plus qui était moi quand j'étais petite et ado, peur de rien, quoi, et c'était très chouette. Et en même temps, du coup, déjà beaucoup de culpabilité, parce que à se dire, mais ça veut dire quoi en fait, si dès que je pars, je commence à regarder les hommes autour de moi, à flirter, c'est quoi en fait le délire, quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et du coup, ça a amené une énorme période de remise en question, que je me suis faite d'abord toute seule. L'exclusivité ou la non-exclusivité n'a jamais été un sujet avant ça. C'était on est exclusif parce qu'on est ensemble et parce qu'on est bien. C'était tacite, et pour moi, c'était normal. Enfin, c'était une obligation. Je l'aime, c'est mon amoureux, c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a quand même une chose que j'ai notée en préparant cette rencontre. Depuis que j'ai 8 ans, j'écris dans des journaux intimes. Et au hasard, je l'ai trié il y a pas longtemps, et j'ai réouvert celui de l'année 2011. Donc ça faisait pas 1 an qu'on était ensemble encore avec mon compagnon. Et déjà, j'écrivais que les modèles de couple autour de moi m'angoissaient fortement, parce que je me projetais pas du tout dans leur vision du couple et de leur façon de faire évoluer leur couple. Des gens de mon âge, hein. Finalement, j'avais déjà envie que lui et moi, ce soit différent. J'ai commencé à me dire que y avait autre chose, peut-être une ouverture à trouver pour que j'arrête de me sentir coupable, de flirter, de plaire aux hommes, d'aimer ça. Peut-être aussi d'avoir envie d'aller plus loin à un moment donné. Et avant de faire quoi que ce soit, parce que ça me faisait peur aussi, extrêmement peur, il faut qu'on en parle. Et ça a un peu commencé comme ça, cette réflexion. Mais est-ce qu'il y a eu un élément vraiment déclencheur ou une rencontre différente des autres qui a fait basculer ces questionnements que tu pouvais avoir en sourdine au premier plan? Oui, il y en a eu une. Donc c'était lors d'un spectacle. J'étais en tournée à l'Opéra de Reims. Et du coup, je rencontre l'équipe du théâtre. Et il y avait donc un jeune homme qui travaillait avec nous au plateau. Il y a eu tout de suite une alchimie assez inexplicable entre lui et moi. Tu saurais pas expliquer pourquoi il y a cette connexion, mais elle était là, quoi. Et je me dis, waouh, ce mec, genre, il me frôle, mais je frissonne de tout mon corps, quoi. Enfin, genre, c'est tout mon corps qui s'allume, quoi. Et j'étais tellement perturbée, j'avais en même temps envie de profiter de cette sensation, et en même temps, je me dis, mais je vais rentrer, mais je vais être trop mal, en fait. Et il s'est rien passé avec ce garçon. On s'est pas dit qu'on se plaisait, on s'est pas embrassé, on s'est pas fait un bisou dans le cou, enfin, je sais rien, il n'y a rien eu vraiment de concret, de toucher, ouais, on n'a jamais sauté ce pas-là. Et je crois qu'on s'est même jamais dit, même après cette rencontre, qu'on est resté en contact longtemps, on s'est même jamais dit qu'on se plaisait vraiment. Mais déjà en moi, j'étais coupable. Je me sentais coupable. Je me disais, c'est quand même fou, quand même, il s'est rien passé avec ce mec, je rentre chez moi et je me sens coupable. J'ai eu l'impression de trahir mon compagnon, mon partenaire, avec qui j'étais en couple depuis tellement d'années, parce que ça y est, ça faisait déjà presque 5 ans qu'on était ensemble, c'était énorme pour moi, j'avais pas envie de gâcher ça, quoi. On habitait ensemble, et en parlant avec des copines, elles m'ont dit, oh, mais tu sais, comme je travaillais à la librairie, il y avait quand même une très forte
communication entre mes collègues et moi, et elles avaient une culture que moi j'avais pas, donc la culture aussi de la sociologie, développement personnel, tout ça. Elle me dit mais tu sais qu'il y a des choses il y a des déconstructions de couple qui existent. Je fais attends, déconstruction de quoi ça veut dire quoi? Oui mais tu sais par exemple il y a des gens qui sont libres, qui peuvent aller avoir des expériences sexuelles en dehors de leur couple. Je fais oui mais les gens qui font ça c'est qu'ils ont un problème dans leur couple, c'est qu'en fait ils se voilent la face. Et elle me dit non, vraiment, je te jure, lis tel livre, regarde tel truc, machin. Donc elle me donne des pistes. On en parle. J'ai une amie qui expérimentait un peu ça vite fait. À ce moment-là, ça n'a pas du tout marché pour elle, mais elle m'a dit ça peut marcher, ça peut. Moi j'y crois. Je pense que sur le papier, moi j'y arriverai pas, mais je pense que c'est possible, quoi. Et la meilleure façon qu'il y a, c'est d'en parler avec ton mec. Et là, elle me dit, mais si je lui en parle, mais il va me prendre pour une folle. Ou il va me dire, elle m'aime plus. Ou elle a couché avec quelqu'un, elle veut pas me le dire, elle veut prendre un autre chemin. Ou je me dis, mais ça va faire exploser un truc, c'est pas possible. Et après moult tortures cérébrales, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui en ai parlé. Et je sais plus vraiment comment ça s'est fait, parce que c'était... Bon, on parle de 2016, hein, donc ça remonte quand même pas mal. Mais il a été très calme. Et je me souviens qu'il m'a dit « Bah écoute, pourquoi pas, on peut en parler ». Et son calme m'a perturbée à un point, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi calme. Je m'attendais à ce qu'il réagisse comme tous les hommes que j'avais rencontrés pouvaient réagir, quoi. En me secouant, en me disant « Mais enfin, tu crois plus en nous, mais enfin... J'ai entendu qu'il explose, quoi. Mais c'est pas quelqu'un qui explose facilement, mon mec. Et du coup, on en a parlé, on en a beaucoup parlé. Et on s'est dit, pourquoi pas, allez, on se lance. Parce qu'en fait, en parlant, on s'est rendu compte que, déjà de par nos métiers, on est intermittent, on est artiste. Moi, je travaille avec le corps. Je suis très sensible à mon environnement et lui aussi. Lui, il accueillait donc, des gens très souvent différemment qui étaient de passage. Moi, je partais en date, à droite, à gauche. On s'est dit, mais en fait, on n'a pas envie d'être hypocrite comme nos parents ont pu l'être, en fait. À se mentir à eux-mêmes, à aller voir ailleurs, et à se mentir à eux-mêmes en revenant dans leur mariage comme si de rien n'était. On n'avait pas envie d'être comme nos parents, en fait. Et on avait vraiment cette foi très profonde en ça, qu'on voulait casser quelque chose qu'on avait vécu, qui nous avait fait souffrir. Et en tant qu'enfant, on avait vraiment envie de dire qu'on n'avait pas envie de regretter quoi que ce soit. Qu'arrivé à la cinquantaine, soixantaine, on n'ait pas envie de se dire, tout d'un coup, je vais te tromper parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant 40 ans, j'ai jamais eu une sexualité aussi épanouie que j'aurais voulu. Et en fait, dès le début, c'était tellement notre moteur de pas avoir de regrets, d'expérimenter ça, de se découvrir aussi via ça, parce que, mine de rien, pour certaines personnes, je sais que c'est pas tout le monde pareil, mais pour certaines personnes, expérimenter sexuellement de façon safe, évidemment, il faut que ce soit safe et avec des personnes correctes, c'est aussi une expérimentation de soi. Et avec beaucoup de pincettes, on s'est donné des règles, on a établi un cadre. Et on s'est dit, on teste, on voit ce que ça donne. Et sans aller rechercher la relation sexuelle intime, mais si elle vient à nous, si une rencontre vient à nous, et se dire qu'on peut aller au bout, on peut passer à l'acte, quoi. C'est autorisé, c'est ok. Et donc, nos règles, je m'en rappelle, c'était à l'époque, elles sont toujours, les 2 premières sont toujours d'actualité, parce que pour moi, c'est improbable de faire sans, c'est toujours se protéger, intimement, et jamais ramener quelqu'un chez nous. Chez nous, c'est notre sanctuaire. Et à l'époque, on voulait ni se parler de nos relations, donc on voulait pas en parler entre nous, on se dit rien, et on ne revoit pas les gens. On appelait ça nos extras, on n'appelait pas ça nos plans cul ou quoi, on n'aime pas ce mot-là, je trouve que c'est trop dévalorisant, parce que nous, on voulait déjà à la base se dire que les plans cul, ça nous intéressait pas, et qu'on voulait vraiment faire une rencontre qui vaille le coup d'être vécue, et pas juste s'inscrire sur Tinder et choper tout ce qui bouge dès que l'autre a le dos tourné. Ça n'a aucun intérêt pour nous, et c'est dès le départ. Ça va être intéressant de voir comment tout ça a évolué. Sur le papier, s'autoriser de faire ça, c'était très excitant. Donc forcément, t'as le côté excitant qui reste au premier abord, puis après tu prends du recul, tu fais «
ah oui, mais attends, mais si moi je peux aller voir ailleurs, lui aussi, il peut aller voir ailleurs. Et comment je vais le vivre, moi ? Parce qu'il fallait gérer après la jalousie, et j'avais très peur de ça, parce que dans ma première relation, la jalousie était omniprésente. Donc j'avais eu plein de raisons et plein de blessures aussi qui restaient quand même, mine de rien, et de se reconfronter à ça, c'était un peu un danger quand même. Très vite, on en a été confronté à ça, et du coup, c'était très perturbant, bouleversant, douloureux pour moi, parce que dans l'histoire, donc c'est lui qui a eu pour la première fois une expérience, alors que c'est moi qui avais initié la discussion, l'ouverture, et que je pensais que ça allait être moi qui allais en profiter en premier. Il y a un côté de l'ego qui s'est réveillé et qui s'est dit, mais en fait, t'as tellement sous-estimé ton mec. J'étais tellement focus sur moi, mon propre envie d'expérimenter ailleurs, que j'avais oublié que lui aussi était désirable, que lui aussi pouvait être désiré, que lui aussi pouvait faire des rencontres, aborder des femmes et vivre une relation intime avec elles. J'étais waouh, mais en fait c'est ça qui m'a le plus... J'étais blessée de moi-même, enfin j'étais déçue de moi-même en fait, de ne pas avoir pensé dans les deux sens, cette ouverture de couple. Et c'est ça souvent qui n'existe pas quand il y a une relation... dans une relation extra-conjugale par exemple, dans une relation exclusive, parce qu'il y a toujours qu'un côté, et là du coup nous on a ouvert des deux côtés la vanne, et là j'étais sans dessus dessous, vraiment me dire mais qu'est-ce qu'on fout, est-ce qu'on va pas se perdre? J'ai des potes qui me disaient mais Chloé tu fais rentrer le loup dans la bergerie, des choses comme ça, mais enfin mais évidemment que tu vas être malheureuse, mais évidemment que ça pourra pas marcher, tu t'imaginais quoi? Peut-être j'ai été conne d'initier ça, et que c'est pas finalement fait pour moi, fait pour nous. Avec cette première expérience où vous vous étiez dit, a priori, on préfère ne pas s'en parler, mais là, vous vous êtes dit, non, en fait, c'est mieux de communiquer, c'est mieux de parler, de rester dans l'écoute, etc. Non, c'était pas ça. En fait, je l'ai découvert malgré moi, que pendant mon absence, il avait eu une relation intime. Donc, en fait, il me l'a dit parce qu'il peut rien me cacher. Je l'ai vu sur son visage. J'avais dû poser une question et il pouvait pas me répondre non parce que il n'était pas à la maison ou quelque chose comme ça, et du coup il me dit en fait il s'est passé ça, et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais après les relations d'après, on s'en est pas parlé. Au tout début, je commençais à retomber dans mes travers d'ado jalouse. J'avais stalké la meuf, j'avais compris qui c'était, donc j'étais allée stalker ses réseaux, voir à quoi elle ressemblait. Oh là là, elle est trop belle, tu te compares, mais en fait j'ai vite arrêté, mais en fait tu vas te bouffer en faisant ça. Tu peux pas, enfin si vous ouvrez votre couple, c'est sa part d'intime à lui qui n'appartient qu'à lui, et tant que vous deux ça change rien, en fait ça devrait pas te toucher à ce point. Et c'est ça qui, les mois d'après, ont été nécessaires à cette déconstruction. Mais il fallait qu'il y ait un premier clash pour se rendre compte de la réalité, et pas du fantasme sur un bout de papier avec 3 règles. Et ce qui est bien avec mon compagnon, c'est qu'on a toujours eu une énorme écoute et une énorme communication. Et du coup, toute la semaine qui a suivi ce premier clash, entre guillemets, ce premier coup de massue, il a été tellement présent, tellement à l'écoute, on a tellement parlé, il m'a tellement rassurée qu'en fait, petit à petit, ça a digéré. Même si on s'était dit au début qu'on se racontait rien, il fallait quand même passer par là pour qu'on puisse comprendre que oui, en fait, on avait envie de vivre ce modèle-là, de l'expérimenter, et que ça allait bien se passer, quoi, que fallait se faire confiance, et il m'a donné raison de croire en lui, et de me dire, ce gars, il m'aime tellement qu'il m'autorise à être épanouie sans lui, intimement. C'est quand même dingo, quoi. Sans négociation. J'ai pas eu à négocier ma liberté sexuelle, entre guillemets. Et c'était très déstabilisant et en même temps très beau, et ça donne des ailes, quoi. Donc on s'est dit, allez, let's go, on y va. Et après, mes premières expériences sont arrivées, j'ai compris pas mal de choses. Vous avez traversé cette première épreuve, et alors, de ton côté, comment se déroule la suite de ces aventures ? Je t'avoue qu'au tout début, il y avait un côté un peu revanchard, dans le sens où il est allé voir ailleurs, bon, maintenant c'est mon tour, qui va être l'heureux élu, jusqu'au jour où, plusieurs mois après, hein, vraiment, cette histoire, vraiment plusieurs mois après, sur un spectacle, je rencontre un garçon qui, au départ, il y a eu un petit quiproquo entre nous. En fait, je pensais vraiment qu'il était intéressé uniquement aux hommes. Ce jeune homme m'a dit après coup qu'en fait je lui plaisais, et du coup on s'est revus quelques mois après, et du coup ça a été ma première expérience
extra, comme on se disait à l'époque. C'était mon premier extra. Et j'étais assez contente d'être tombée sur ce garçon parce que c'était quelqu'un de vraiment très très différent de tout ce que j'avais connu avant. Et ce côté aussi, on va pas se mentir, hein, ce côté de moi aventurière, là, j'ouvrais une nouvelle porte, quoi. Et j'étais à la fois fière, curieuse, aventureuse et en même temps un peu angoissée, de dire mais est-ce que je vais être capable, ou jusqu'où je vais être capable d'aller, et en fait j'ai passé une nuit incroyable avec ce garçon qui m'a fait découvrir des choses de moi que je ne soupçonnais pas. Enfin bref, on va passer les détails croustillants que je garderai pour mon intimité. Très belle découverte, et après il y avait un truc en moi où je dis bah c'est fait et c'est bien fait. Genre ça valait le coup de tenter avec cette personne, parce que j'aurais pu tomber sur un affreux connard, mais je crois qu'il y a un côté aussi, quand on choisit vraiment volontairement de vivre ces expériences, inconsciemment on choisit un peu les personnes quand même. Les personnes viennent à nous et on les choisit, enfin on se choisit un peu quand même. Bon, j'ai pas eu que des expériences forcément fabuleuses tout le temps, mais après cette première expérience, donc on s'est revus 2 fois avec ce garçon, où là, ma première culpabilité par exemple, j'avais dormi chez lui. Et ça avait engendré de la culpabilité chez moi parce que je savais, on n'en avait pas parlé de ça. Est-ce qu'on dort chez l'autre, enfin, de ça, parce que pour moi l'intimité d'une nuit c'était encore différent, c'était un step que je savais pas comment j'allais le vivre, et je l'ai très mal vécu la première nuit. Finalement il faut digérer, on digère tout ça. J'ai compris que ce garçon aussi avait ses propres problèmes à régler, relationnels, que j'étais pas faite pour rester dans sa vie très longtemps. Et bon, on est restés potes, toujours aujourd'hui, c'est marrant. Et en fait, c'est ça que j'aime généralement avec les garçons que je rencontre, c'est que souvent, après, on reste potes, et ils vivent leur vie, et moi, je continue à tracer ma route. Et ça a été une belle incartade. Ça a été une belle incartade sur nos chemins sentimentaux respectifs. En globalité, c'était toujours très positif. Et il y a aussi un truc que j'aimais, c'est que j'ai toujours maîtriser les relations que j'avais, parce que je les choisissais, parce que je donnais les règles aux garçons que je rencontrais. Et ça s'est corsé quand j'ai rencontré des garçons qui voulaient faire bouger ces règles. Et j'en ai pas non plus 25 en 5 ans, hein, faut pas non plus, mais parce je rappelle qu'on ne recherchait pas les relations et qu'elles se présentent à nous. Et je pense que plein de gens vont se dire, bah oui, sur papier, je pense que ça c'est la phrase, quoi. Sur papier, ça a l'air génial, mais moi je pourrais pas, justement pour ça, parce que tu te dis, l'inconfort dans lequel ça va me mettre, c'est intolérable, entre guillemets. Et donc je me dis, comment on passe de cette situation-là, où l'inconfort dans lequel ça va me mettre, c'est intolérable, à un autre état d'esprit, où en fait c'est ok, tu vois. C'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place. En tout cas, la bonne question, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as pensé pour que ce soit tolérable. Au bout d'un moment, ça a décroché dans mon cerveau, et je me suis dit, mais en fait, dans le fond, si ça change rien entre nous, et si on s'aime toujours aussi fort, mais qu'est-ce que ça peut me faire en fait qu'il aille voir quelqu'un ailleurs en fait quand je suis pas là de temps en temps, et que moi aussi je fasse pareil? Si ça ne déstabilise pas notre équilibre à nous deux, bah en fait il n'y a pas de problème, quoi. Si je me sens toujours aimée, entourée, désirée, écoutée, et que c'est pareil de mon côté pour lui, et je me suis dit, mais en fait la jalousie elle a disparu. Mais quand je te dis qu'elle a disparu, c'est que je crois vraiment que j'ai été guérie de la jalousie grâce à l'ouverture de mon couple et l'écoute, surtout la confiance et l'écoute entre nous et la communication. C'est un peu bateau de dire ça, mais en vrai, si on n'a pas ça, on peut pas faire ça. On peut pas, ça peut pas marcher. Et il y a plein de gens qui s'y sont essayés, aussi dans mon entourage. Franchement, si t'as pas une foi inébranlable en l'autre et en ton couple et en ce que tu veux avec cette personne, avec ton socle, parce que ça aussi, ça peut changer, hein. Parce que tu peux ouvrir ton couple et rencontrer quelqu'un où tu dis, bah en fait, j'ai envie de vivre avec cette personne, j'ai envie de construire avec cette personne, et peut-être un peu moins avec mon copain. Ça peut arriver, en fait, il n'y a pas de... Toutes les histoires sont différentes, toutes les expériences sont différentes. Moi, je parle juste de la mienne, mais sur le papier, tout le monde me le dit, hein. Quand je parle de nous, aux gens que je connais pas, tout le monde me dit, hein, sur le papier, moi aussi, ça me fait rêver, mais je pourrais pas.
je pourrais pas savoir qu'il était dans d'autres bras, qu'il a embrassé quelqu'un d'autre, qu'il a des sentiments pour quelqu'un d'autre encore moins. Mais en fait, c'est possible, ça existe. Et je sais pas, il y a un soulagement de plus ressentir ça aussi. Parce que, purée, on s'enquiquine avec des trucs comme ça là dans la vie, franchement, il y a pas de quoi. Vraiment, des fois, la jalousie, ça prend des proportions, et la possessivité, et en fait, ce truc de, même, je te dirais même, de propriété. Ce droit de propriété qu'on se dit avoir sur quelqu'un d'autre, sur son partenaire. Mais en fait, on n'appartient à personne. Même si t'es marié, même si t'es en couple depuis 25 ans, on n'appartient à personne. Et ça, je l'ai très vite compris avec mon compagnon, c'est que lui ne m'appartient pas et moi, je ne lui appartiens pas. Et à partir de là, il y a un truc un déclic dans le cerveau, en fait. C'est que tu peux plus vivre tes relations comme tu les as vécues auparavant, avant ça. Quand tu as compris ça, que tu l'as digéré et accepté et que tu le vis bien, en fait. Donc je crois que ça s'est un peu fait comme ça dans ma tête. Dans un premier temps, vous vous étiez dit, voilà, on ne rencontre pas d'autres relations. C'était plutôt censé être des rencontres éphémères. Est-ce que cette configuration-là, ça a perduré dans le temps ou ça a évolué ? Je sentais bien que coucher pour coucher, c'était pas pour moi. Naturellement, on restait en contact, on discutait, parce que c'était souvent quand même des gens principalement en dehors de ma ville, parce que je partais en tournée, donc je les rencontrais en tournée. Donc la distance aidait beaucoup à faire redescendre aussi le côté hormonal, on va pas se mentir, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, un nouveau corps, t'as les hormones qui bouillonnent, puissance 10 000, et ça crée l'hormone de l'attachement, le truc, t'as envie de les revoir, forcément. Parce que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, ce truc qui bouillonne en toi, que t'as pas ressenti depuis super longtemps, et t'es là, c'est trop bien, et j'en veux plus. Non, ça ne se passe pas aussi facilement que ça, il faut apprendre à le maîtriser, à pas se laisser embarquer trop vite là-dedans, et c'est pas simple, parce que c'est quand même chouette de s'emballer, et surtout quand on a des gens chouettes à qui on a affaire. Et on va dire que ma première relation avec un garçon qui a duré, c'était vraiment par intermittence, parce qu'on se voyait pas du tout, et on s'est côtoyé pendant presque 3 ans. Mais je dirais pas que je tombais amoureuse de lui. Je dirais qu'en fait, il y avait un très fort attachement entre nous, et il y avait un truc où on avait toujours envie de se retrouver. Peu importe, on arrivait à se retrouver sur des dates, mais c'est arrivé très peu en fait sur les 3 ans. Voilà, on s'écrivait très régulièrement, ou des fois quand j'étais toute seule à la maison, on se faisait des visios, ou on se parlait quand même très, très fort. J'ai suivi toutes ces histoires d'amour, il a suivi la mienne, on partageait vraiment une amitié, plus. Une amitié érotique. On peut appeler ça comme ça, parce que ça existe en fait. Et ça a été un peu un premier bouleversement, et ça a été aussi du coup, comme ça a été une relation que j'ai pu approfondir, c'est là où j'ai vu les premiers trucs qui m'ont tiqué. Déjà c'est un garçon qui voulait pas se protéger avec moi, donc ça c'était très problématique. Mais ça au début, quand tu veux expérimenter, tu dis ok, on va tout faire sauf la pénétration, et puis je suis safe. Sauf que bon, 1 fois, 2 fois, au bout d'un moment en fait c'est pas ok. Gars, c'est pas ok, respecte-moi, on partage des trucs. Donc ça, c'était le premier truc qui aurait dû mettre la sonnette d'alarme, que j'ai un peu mis en sourdine. Et aussi, il commençait à me dire, écoute, je crois que ça me gêne, ça me dérange que tu vois d'autres hommes que moi à part ton copain. Et là, je dis, non, en fait, c'est pas le but. En fait, il me demandait d'être exclusive avec lui, alors que lui aussi était en couple. Sauf que lui, dans son couple, il avait pas dit qu'il me voyait à côté. C'était complètement... En fait, c'était dingo. Le gars était pas du tout réglo, en fait. Le gars, il trompait sciemment sa meuf avec moi depuis le début de leur relation. Et il me demande... Il veut pas se protéger avec moi. Et en plus, il me demande d'être exclusive. Je fais, y a rien qui va, gars. Y a rien qui va. Vraiment, premier warning. Et on s'est revus une dernière fois. Et je me suis dit, je suis contente de le revoir parce qu'on va peut-être pouvoir clôturer quelque chose. Sauf que je me suis un peu laissée dépasser par la retrouvaille. Et j'ai accepté, j'ai franchi une limite que je ne pensais pas franchir. Et donc on a
eu un rapport sexuel sans se protéger. J'ai cédé. En fait, j'ai cédé. Il a été tellement dans la manipulation avec moi que j'ai cédé, et ça m'a tellement démolie que j'ai dit, en fait, je croyais que c'était une belle relation, mais en fait, c'est pas du tout une belle relation. Et je me dis, c'est con quand même, t'ouvres ton couple, tu rencontres des belles personnes, mais tu peux aussi tomber sur des mecs toxiques. Et en fait, je suis tombée sur un mec toxique. Et c'est pas ok. Et ça, j'ai culpabilisé très longtemps, et je l'ai porté avec moi très longtemps, et ça m'a endurcie. Et ça m'a endurcie dans mes futures rencontres où j'étais intransigeante. En fait, je rencontre quelqu'un maintenant, je dis, si t'acceptes pas ça, il se passera rien entre nous. Je préfère mettre mon désir en sourdine, c'est pas grave, plutôt que me remettre en danger de cette manière avec ce garçon. Parce que du coup, j'ai dû en parler à mon compagnon, parce que du coup, j'ai enfreint la règle ultime qu'on s'était fixée dès le début. Et ça, c'était vraiment, pour moi, c'était comme si je l'avais trahi, trompé, enfin... C'était vraiment, je l'ai vraiment vécu de cette manière-là. J'ai vraiment, là on parlait de culpabilité tout à l'heure, c'était vraiment le point culminant de ma culpabilité depuis qu'on avait ouvert notre couple, c'était ce moment-là. Parce que c'était pas ok, parce que ça me mettait en danger moi, en danger lui, et finalement ce garçon que je voyais, qui me dit qu'il couchait pas avec une dizaine d'autres filles à côté en fait, et qui me dit qu'il se protégeait pas non plus avec elle, et ça j'aurais jamais confirmation, et je perdais toute confiance en tout ce qu'on avait construit, je pensais qu'on avait construit, donc cette amitié érotique, qui finalement était quand même, j'étais quand même pour lui une brave fille qui le gardait sous le coude, et avec qui il pouvait bien s'amuser. Mais du coup, c'est le revers de la médaille. Quand tu ouvres ton couple, et que tu fais des rencontres, et que tu te donnes émotionnellement, physiquement, intimement à quelqu'un, et ben en fait, tu peux aussi te prendre des portes. Et c'est comme ça que tu avances, et c'est comme ça que tu apprends à te connaître. Et suite à toutes ces expériences-là, et puis suite aussi à ton compagnon qui, lui, vit son expérience de son côté, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, bon, bah, tu sais quoi, on va faire machine arrière, ou alors vous vous dites, bah là, en fait, il faut que la manière dont on envisageait les choses au début évolue? Alors, on s'est jamais vraiment dit qu'on ferait machine arrière. À ce moment-là, on faisait un peu des bilans annuels. Voilà, des bilans annuels, alors comment tu le vis en fait, sans forcément, si on n'avait pas envie de donner des détails, j'avais pas besoin d'avoir les prénoms, les âges et les professions, tu vois, pas de problème. Mais juste, je crois que ça nous faisait un peu dédramatiser aussi les choses, et ça nous a beaucoup rassurés de se rendre compte qu'en fait on vivait un peu l'évolution de tout ça de la même manière. En fait, on s'est rendu compte qu'on partageait des choses différentes avec les autres, et en fait que ça nous enrichissait beaucoup. On dit mais en fait c'est ça qu'on voulait dès le départ, donc en fait on est sur la bonne voie, c'est juste qu'il faut faire attention, garder les red flags, ils existent partout, même sur les personnes qui se disent qu'elles sont libres. On s'est posé la question, on dirait est-ce que tu te sens en danger, est-ce que là ça va trop loin, mais en fait ces bilans ça nous a permis à chaque fois d'ajuster les curseurs, et plus on avance dans notre déconstruction de ça, plus on avance dans l'évolution de nos amours, de notre amour et de nos amours, et plus les curseurs s'ajustent, mais très très régulièrement. Il y a une chose que je t'avais dit en off et que je tiens à dire quand même, c'est que tout n'est pas rose, et que je me suis sentie très souvent très seule avec ça, et je me suis sentie très souvent jugée par les autres, pas forcément les gens que je côtoie récemment, mais par les gens que je côtoie depuis très longtemps. Je me suis pas sentie vraiment comprise, écoutée, parce que ça challenge quelque chose quand même Enfin, c'est cataclysmique pour certaines personnes ce qu'on fait nous. J'avais l'impression qu'on me prenait vraiment pour une dévergondée, et comme mon compagnon est beaucoup moins... il parle beaucoup moins de ce côté-là de lui à ses amis, donc en fait ils avaient que mon son de cloche, et ils avaient l'impression qu'en fait je m'éclatais à droite à gauche dès que mon copain avait le dos tourné, et que c'était pas ok, et que peut-être que mon copain était très malheureux et que je le rendais très malheureux. Et du coup j'avais ce truc vraiment, je l'ai senti très très longtemps, et parfois encore aujourd'hui. C'est pas simple, c'est quand même atypique. Malheureusement, je trouve que ça commence un peu à se démocratiser et à se dire que ça existe et que c'est ok, mais au moment où on a commencé, et dans mon entourage, en tout cas proche, ça se fait pas tant que ça ne se voit pas tant que ça. Et je me suis sentie beaucoup seule avec toutes mes histoires. Je savais pas à qui les raconter, et parce que on vit des choses trop chouettes et tout, mais en fait... qui les partageait, enfin c'est bien de les partager avec son compagnon, mais j'avais envie de les raconter à mes amis, et des fois de voir des réactions où je me suis vraiment éloignée d'amis,
parce qu'en fait, j'ai senti qu'elles en avaient marre de moi. Ouais, je sentais qu'elles étaient dans le jugement. On se sent assez seul avec notre manière de fonctionner parfois. Et aussi avec les gens qu'on rencontre et avec qui on relationne. Les personnes qui écoutent tout ce que tu as raconté avant peuvent se dire, mais en fait, oui, tu vis tout ça de ton côté, ton compagnon vit des choses de son côté, et qu'est-ce qui se passe si un d'entre vous développe des sentiments, quoi, développe plus? C'est vrai, et en fait, c'est pas quelque chose qui est venu dans nos bilans annuels très souvent. Le nouveau point de bascule après ça a été que, et lui et moi, on est tous les deux tombés amoureux de quelqu'un d'autre. Et là, on parle plus de relations libres, on parle de polyamour. Il y a beaucoup de gens qui font des amalgames. L'amour libre, c'est avoir des relations très temporaires, avec des gens, ou uniquement sexuelles, avec des gens qui traversent ta vie comme ça, que tu revois pas nécessairement et que tu gardes pas forcément contact. T'as des petites aventures, quoi. Tu t'autorises des aventures. Pour moi, c'est ça l'amour libre, et une relation en tout cas libre et ouverte. Le polyamour, ça implique autre chose. Et là, c'est toute une stratégie et toute une organisation qui s'ouvre à nous, qui est vertigineuse et qu'on apprend encore parce qu'en fait, du coup, quand on dit qu'on aime quelqu'un d'autre, ça inclut de la disponibilité, à quel point je peux me rendre disponible pour quelqu'un d'autre, à quel point mon temps doit être divisé, est-ce que je dois hiérarchiser les choses, et là, on rentre dans un vortex. Quand je disais que je tombais amoureuse dès qu'un garçon posait le regard sur moi, et quand j'étais petite, mais pour moi, c'était déjà un peu ça, en fait. Oui, il y a plusieurs degrés, mais là, on était vraiment sur quelque chose, je sentais que c'était quand même plus profond. Ouais, qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus important à vivre. Et c'est un garçon que j'ai rencontré à l'Opéra de Limoges. Et pareil, c'est toujours des rencontres, tu t'attends pas à faire ce genre de rencontres. Et en fait, je crois que je l'ai vu la première fois, je l'ai croisé, il était dans les coulisses. Et j'ai dit, ce gars, je lui ai pas dit bonjour, rien, et je dis, ce gars, il va se passer un truc avec lui. J'en étais persuadée. Je le sens, il y a un truc qui va se passer avec ce mec. Je sais pas quoi, mais... Et en fait, lui était en couple. Très vite, on a ressenti quelque chose. Et je lui ai dit, moi, là, vraiment, faire péter un couple, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pas grave. On se sera dit les choses, on se sera dit qu'on se plaisait, et c'est déjà chouette que ça existe et qu'on puisse se l'autoriser à se dire, je trouve ça beau. Et moi, je suis capable d'en rester là. Toi aussi, donc on en reste là. Et puis, on finit la production de façon sereine, amicale, joviale. Et pour moi, en fait, c'était déjà tellement un cadeau de pouvoir se dire je m'autorise à me sentir bouleversée par une rencontre. C'est des cadeaux de la vie, en fait. C'est des petits cadeaux qu'on te met sur ta route. Et c'est tellement bête de culpabiliser de ça. C'est tellement bête de pas pouvoir les vivre à fond. Enfin, moi, j'ai trop envie... Ça, c'est trop beau, quoi. On rencontre des personnes trop belles et on vit des moments trop chouettes, que ce soit intime ou pas intime. Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là avec lui. Sauf que quelques jours après, il m'a dit, écoute, j'ai bien réfléchi et je crois que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose avec toi. Et tant pis, je prends mes responsabilités, mais j'ai envie de voir où ça mène. Je dis, écoute, mon gars, tu fais ça en connaissance de cause, je suis pas dans ton couple, tu prends tes responsabilités, je te force à rien, c'est toi qui choisis, quoi. Enfin, au bout d'un moment, les gens sont adultes, responsables, ils font leurs propres choix, c'est pas à moi de faire les choix pour eux, quoi. Moi, j'ai établi un cadre, et je lui dis que voilà, moi ça me gênait qu'ils soient en couple, mais si lui il est ok, let's go, testons. Et finalement, c'est une relation qui a duré plusieurs mois, où à chaque fois qu'on s'est envoyé, c'est de plus en plus intense. Je crois que dès la première nuit que j'ai passée avec lui, j'avais envie de lui dire je t'aime. Et ça m'est jamais arrivé. Et ça, quand tu te dis, bon, c'est quand même un peu foufou, quoi. C'est quand même un peu dingo. Et je culpabilisais pas pour autant de retour chez moi. Mais c'est ça, parce que j'allais te dire, suite à quelque chose de si fort, ça ne te fait pas remettre en question tes sentiments pour ton compagnon. Non, jamais. À aucun moment. C'était acté pour moi que je les aimais tous les deux, en fait. Et c'était assez vertigineux pour moi, et bizarrement, ça m'a pas fait peur. Parce que, en fait, j'ai trouvé un équilibre. Quand j'ai réalisé que je les aimais tous les deux,
et qu'en fait ils étaient très compatibles à certains endroits, et de m'autoriser cette liberté d'aimer publiquement quelqu'un d'autre, enfin publiquement mollo parce qu'il était quand même encore en couple, mais je veux dire de l'assumer moi, pour moi, et c'était tellement libérateur, et je me dis mais en fait c'est tellement beau d'aimer quelqu'un d'autre aussi, enfin tu vois, de pouvoir s'autoriser ça, et donc ça m'a pas fait peur, sauf que je pense que j'ai été un peu trop sûre de moi aussi dans cette histoire, et du coup avec ce garçon, le jour où on s'est dit vraiment je t'aime, en vrai, en face à face, on a passé 15 jours ensemble, incroyable, où lui, sa copine n'était pas là, et on était disponibles à 100% l'un pour l'autre, et je touchais du doigt quelque chose que je pouvais vivre sur du long terme, et ça me plaisait trop, quoi, enfin c'était trop beau, et sauf que j'avais un petit peu oublié que son couple ne fonctionnait pas de cette manière, qu'il était quand même plus jeune que moi aussi, ça compte. On avait 8 ans d'écart quand même, donc c'était quand même... J'ai jamais fixé sur l'âge parce que j'ai rencontré des garçons qui étaient beaucoup, beaucoup plus jeunes que moi. Ça me fait marrer, mais c'est vrai que le plus jeune, il en avait 13 ans d'écart. C'était vertigineux aussi quelque part, parce que je me dis, mais il est au début de sa vie... émotionnelle et sentimentale, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, et en même temps il y trouvait quelque chose forcément, et ça a duré le temps que ça a duré, c'était trop bien, et du coup avec cette personne j'ai pas su sentir des signes que ça pouvait être aussi challengeant pour lui, perturbant, de déconstruire tout ça et tout. Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que sa copine l'a su, et au bout de 6 mois quand même, presque, ouais, plus de 6 mois, et l'a quitté très violemment, et c'était très dur, et du coup il m'a un peu éjectée de sa vie par culpabilité, parce qu'il voulait essayer de rattraper, il s'est rendu compte qu'il avait merdé, quoi, mais bon après ça c'était pas ma faute, moi je n'étais pas dans son couple, enfin c'était sa responsabilité à lui, donc on s'est séparés, enfin du coup on a coupé les ponts pendant quelques mois, et ça a été hyper dur, et là je me suis vraiment rendu compte que c'était quelqu'un qui faisait partie de ma vie maintenant, en fait, quoi, même de ma stabilité émotionnelle, presque, en fait. C'était parce qu'on partageait beaucoup plus de choses qu'avec tous les autres garçons que j'ai rencontrés jusque-là. On partageait l'art, des idéaux, des rêves, beaucoup de choses, on apprenait beaucoup de choses l'un de l'autre. Lui, il était dans un domaine que je connaissais pas du tout, donc il m'apprenait beaucoup de choses de son domaine, moi de la danse et du spectacle. On allait au musée, on se faisait tout le temps des expos, enfin ça m'a ouvert à affiner aussi ma culture personnelle. Enfin c'était très enrichissant, tout était enrichissant, donc il y avait aussi cet aspect, cette nouvelle dimension que je découvrais, et qui me manquait peut-être plus que le côté intime, finalement. Et là, j'ai compris que là, c'était différent quand même. Et un jour, j'ai eu de ces nouvelles, donc 2 mois après, en me disant, bah voilà, je mets une fin propre à mon histoire, et j'ai envie qu'on se revoie, comment tu le sens? Et là, je me dis, ah tiens, il va être peut-être 100% disponible. Ça ouvre une perspective de folie. Et du coup, on a décidé de se lancer là-dedans. Et oui, après, on a eu plein d'autres problématiques qui sont rajoutées, et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui n'était pas prêt pour ça, et qui aussi me demandait d'être disponible, et qui était perdu, en fait, dans de fait de ne pas avoir un statut, de ne pas pouvoir labelliser. Il avait besoin de labelliser notre relation. Et là, j'ai compris qu'on était passé tellement à un autre stade que tout ce que j'avais vécu auparavant. Je me dis, mais c'est vrai, en fait, quelle place il peut avoir dans ma vie, à quel point, parce qu'on était à distance, donc il fallait s'organiser pour se voir, à quel point je peux dire à mon mec, bah en fait j'ai envie de partir le voir, mais du coup je me sentais coupable de lui demander, parce que je savais pas à quel point c'était ok, parce que c'était nouveau. Donc en fait je me suis mise beaucoup de barrières dans cette relation, à partir du moment où elle pouvait être ce que j'aurais aimé qu'elle soit. Et je m'en suis mise vraiment toute seule. Parce que là t'aurais aimé que ce soit une relation entre guillemets aussi légitime que ta relation avec ton compagnon. En fait, le fait que ce soit possible, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête à ça? Sur le papier, quand on était ensemble et tout, bien sûr que ça me paraissait faisable, mais au fond de moi, je me disais, mais en fait, est-ce que je suis vraiment capable de ça? Parce que c'est quand même, là, c'est une autre organisation, c'est un autre level, c'est autre chose que ouvrir notre relation et aller batifoler à droite à gauche avec des gens chouettes. On est dans un autre step, là, j'étais un peu paumée, quoi.
Et comme lui était plutôt... Ça, c'est un truc qui revient souvent aussi avec les garçons que je rencontre. Ils ont l'impression qu'en fait, j'ai toutes les cartes en main, que j'ai toutes les réponses. Et que je vais les guider là-dedans. Et les gars, je suis pas votre guide, en fait, j'apprends. J'apprends aussi. Laissez-moi le temps de savoir où j'en suis, où ça peut aller. Et le polyamour, ça vient pas comme ça. Ça challenge beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et j'osais pas en parler frontalement avec mon gars. Parce que j'avais trop peur que ce soit trop pour lui. Que là, ils me disent, ok, là, t'abuses un peu, là, en vrai, je me sens en insécurité, je me sens, peut-être quelqu'un peut prendre ma place, enfin, et ça aurait été légitime. Et du coup, moi, toute seule, je me suis mis des barrières avec ce garçon, cette autre relation, à laquelle je tenais énormément et que j'aimais profondément. Et ça a amené plein de problèmes, au fur et à mesure. De la non-communication, des quiproquos, de malentendus, de choses comme ça. Et comme on se voyait pas, et que lui était dans une phase de sa vie aussi où, en fait, il était paumé. Et il venait de se séparer, il change de ville, il commence une nouvelle formation avec des gens qu'il connaît pas. Tout était instable, à part moi, dans sa vie. Et je pense qu'il avait besoin de se raccrocher à un truc auquel il pouvait croire. Et sauf que moi, j'étais pas prête à lui donner ça. Et j'étais pas prête à me rendre plus disponible que ce que je donnais déjà. Et ce truc de se ressentir son besoin et sa dépendance, entre guillemets, affective à mon égard, ça m'a vachement fait flipper. Et je me suis dit, mais en fait, il y a un rôle que j'ai pas avec mon copain, que j'ai pas envie d'avoir avec lui. Parce qu'en fait, je ne suis pas sa psychologue, je ne suis pas sa petite amie, je ne suis pas sa femme, je ne suis pas son infirmière, je ne suis pas sa soignante. Enfin voilà, j'ai pas... Il doit s'en sortir tout seul en fait, enfin, il doit trouver des réponses tout seul. Et en fait, moi je ne peux pas être là pour lui. Et ça m'a déchiré le cœur, vraiment, de ne pas le faire. Mais parce qu'en fait, c'était pas être dans une relation saine non plus. De me dire, bah en fait, ok, allez, je viens 15 jours chez toi, je prends soin de toi, je te fais à manger, je te prends un rendez-vous chez un psy, je te prends un rendez-vous chez un médecin, je t'aide à faire tel ou tel rendu de ton taf. Enfin, non, en fait, c'est pas ma place. Et du coup, ça, le polyamour, ça a amené ça, en fait, ça a amené des questions comme ça, à dire quelle est ma place avec quelqu'un d'autre, quelle place je dois donner à quelqu'un d'autre aussi dans ma vie, à quel point, tu vois, ça peut prendre une proportion. Qu'on s'est dit qu'en fait, ça pouvait pas continuer comme ça, et que je pouvais pas lui donner ce que lui attendait de moi. Et ça a mis du temps à se déliter, mais à un moment donné, je dis ok, en fait on s'aime très fort, on se le dit, on sait, mais en fait là on se fait pas du bien. Et moi, à la base, je veux vivre ça pour me faire du bien. Enfin, c'est du bonus dans ma vie, c'est du plus, on doit s'élever en fait avec ces rencontres qu'on fait. Et encore plus si on aime une autre personne, ça doit nous élever et pas nous rabaisser. Et en fait, je me sentais toujours hyper mal, culpabilisée de pas être là pour lui, et que je l'aimais. Et du coup, je me dis, mais en fait, ne retombe pas dans des vieux schémas. Et je me sentais retomber dans des vieux schémas. De me dire, de mettre de côté moi pour me donner à 200% pour un autre. Et chose que j'avais déconstruite depuis des années. Et je me dis, mais je peux pas retomber là-dedans, en fait, c'est bête. Donc, à partir du moment où ça peut pas marcher, on est au pied du mur, on tourne en rond. Et j'ai décidé d'arrêter. Enfin, je dis vraiment, faut qu'on coupe les ponts. Même toi et moi, en fait, faut qu'on coupe les ponts. Vraiment. Plus de messages, plus d'appels. Il m'a enlevé de tous les réseaux sociaux. Et ça a été hyper violent. Parce que du coup, je l'ai vécu pour la première fois comme une rupture. Et j'en avais pas eu depuis longtemps des ruptures. J'en avais pas eu depuis 2012, depuis 2010. Donc ça m'a fait quand même un choc de fou. Et c'est là où j'en ai parlé avec mon copain. Et ça m'a fait un bien fou parce que... En fait, il m'a épaulée dans cette rupture. C'est ça qui est drôle. Il a été vraiment à l'écoute. Et c'est là qu'il m'a aussi avoué qu'il était aussi tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et que eux ils étaient dans une bonne phase, donc il culpabilisait parce que moi j'étais en mode rupture, mais que lui il allait bien. Mais en fait j'ai envie que tu sois heureux, j'ai envie que tu sois épanoui, donc let's go, fais ce que moi j'ai pas pu faire. Et en fait je me suis rendu compte que, en parlant avec mon copain, que en fait j'aurais pu m'autoriser toutes les choses auxquelles je me suis pas autorisée avec cet autre homme. Et du coup j'ai culpabilisé très longtemps parce que je me disais en fait j'aurais pu lui donner tellement plus, mais en fait je pense que dans le fond ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce qu'il n'était pas prêt.
pour ce genre de relation, et peut-être moi non plus, au fait, dans le fond. Donc toi, tu n'avais pas de jalousie. Lui, il allait potentiellement être amené à te dire, je vais dormir chez une telle. Enfin, tu vois, concrètement, ça s'organisait comment ? Enfin, du coup, il m'avait dit donc comment elle s'appelait. Enfin bref, on savait les grandes lignes, et surtout comme c'était des relations à distance, pour nous, c'était plus sécurisant de savoir où dormait là. Enfin, je suis à Paris, là, moi, j'étais à Limoges, au Mans, je sais pas où. On savait où était l'un. C'était plus sain, en fait, de le vivre comme ça. Et moi, pendant ces mois où j'ai dû me remettre de cette rupture, en fait, j'avais tellement envie qu'il expérimente tout ça que j'étais pas jalouse. Il y a eu des moments, je te dis, d'ajustement, de trucs où je sentais que j'étais un peu plus vulnérable, mais je me disais, voilà, là, vraiment, tant que t'es pas avec moi, et je crois que j'ai besoin que tu sois plus avec moi, parce que je me sens un peu vulnérable émotionnellement, j'ai besoin de toi à mes côtés, et il l'entendait complètement, et j'étais sa priorité, donc j'ai jamais ressenti... Au contraire, justement, quand ça s'est arrêté, j'étais surprise et j'étais presque un peu triste pour lui, me dire « Oh mince !» Parce que j'étais prête à débloquer plein de choses pour qu'il puisse justement se rendre plus disponible pour elle. On avait commencé à avoir des discussions d'organisation, de trucs, où dans ma tête, ça faisait son chemin de en fait, si t'as même envie de partir en vacances avec elle, enfin, pas 3 semaines, mais genre 2-3 jours, je crois que je serais OK avec ça. Et en fait, je me mettais aussi à sa place à elle. Je me disais, en fait, tu rencontres quelqu'un de chouette. J'aurais envie qu'il me montre qu'il peut être disponible un peu plus, tu vois. Au début, c'est sûr, on apprend à se connaître et tout. On sait pas comment la relation peut évoluer, mais au bout de plusieurs mois et tout, on a tous plus de 30 ans, 35 ans. On est capable de se dire, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Enfin, on est capable de pas de brûler des étapes, mais tu vois, d'avancer un peu plus vite que quand t'as 20 ans et que tu te connais pas et que t'as besoin de te découvrir. Et du coup, j'étais contente de pouvoir lui offrir cette opportunité-là, de le faire. On verra la suite, ce qui se présente à nous, mais c'est sûr qu'on apprend, en fait. On fait que apprendre. Quand tu déconstruis, quand tu fais rentrer des gens dans ta vie, t'apprends de toi, t'apprends de ton couple, t'apprends de tes limites. Et les gars du futur, laissez-moi du temps pour mettre les choses en place, s'il vous plaît. Ne me demandez pas tout de suite tout du jour au lendemain, sous prétexte que, à vos yeux, je suis une experte en rien du tout. C'est ma propre expérience et je suis gourou de rien. Ma psy, elle me dit, il faudrait que vous écriviez un livre. Je suis non, je me sens pas légitime à écrire un livre sur ça. Peut-être dans 30 ans, tu vois, j'en sais rien, mais c'est une aventure, c'est certain, c'est une sacrée aventure. Et je reviendrai pour rien au monde en arrière. Malgré les chagrins, parce qu'ouvrir son couple ne prévient pas du chagrin d'amour. C'est super inspirant, je pense que ça va vraiment rendre plein de personnes curieuses. On en avait déjà parlé en off, mais je suis sûre que les gens dans leur tête, tout de suite il y a le truc de style « Ah oui, mais du coup ils ont le temps, ça veut dire... » Déjà ils n'ont pas d'enfants, parce que sinon, niveau temps, tu vois. On a fait un choix de vie qui n'est pas commun, on est tous les deux artistes, on est intermittents, on a choisi... moi ça faisait un moment que je ressentais pas mon besoin de maternité. Ça s'est confirmé encore plus fort plus tard, donc je ne ressens pas le besoin de procréer, ma foi, c'est mon choix. Mais il y a des gens qui vivent le polyamour avec des enfants, j'ai lu beaucoup de témoignages de ça, c'est possible aussi. Donc c'est juste une organisation de dingue, parce qu'il y a des emplois du temps à respecter, des trucs, et waouh, chapeau à ceux qui arrivent à faire ça, même déjà chapeau aux parents tout court. Parce que vraiment, vous faites, jamais je me projetterais dans la parentalité aussi pour ça, mais ça c'est mon avis personnel, donc je respecte toutes les femmes qui décident d'avoir des enfants et tous les parents qui décident d'avoir des enfants, mais ça n'a rien à voir avec le temps. Le temps on se l'accorde, en fait, on se le décide, et si tu veux être heureux dans ton couple, dans ton mariage, avec ou sans enfant, mariage ou pas mariage, en fait ça se décide. Les opportunités, en fait, vous vous rendrez compte qu'elles arrivent toutes seules. Elles arrivent toutes seules, mais vraiment, il n'y a pas besoin de chercher très loin, des fois, pour expérimenter. En fait, je pense que c'est juste des discussions à avoir, des opportunités à ouvrir, et enfant ou pas enfant, c'est un autre sujet, en fait, les enfants.
Et alors, je me dis, de toute façon, ton témoignage déconstruit, ou en tout cas amène une vision qui peut déconstruire la croyance ou le jugement de « Ah bah oui, tu vois, faire ça, ouvrir le couple, ou c'est une fuite, ou alors c'est parce que quelque chose ne va pas dans le couple. » C'est ce qui revient quasiment tout le temps, en tout cas dans mes premières relations avec certains hommes, c'est ça qu'ils me disaient. Ils me disaient « Oui, non mais tu te mens à toi-même, en fait, on se voit parce que, vas-y, avec ton mec, ça va plus. » Je dis « Mais non, en fait, vous avez pas compris. » Vous avez pas compris. Mais après, je peux comprendre, en vrai, je peux, parce que j'ai été comme ça longtemps aussi, et j'ai été construite de cette manière-là aussi. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est que je respecte complètement les gens qui se sentent en sécurité dans une relation exclusive, où l'amour est souverain, l'amour avec un grand A, l'homme de leur vie et tout. Je le conçois, c'est un concept qui ne me parle plus aujourd'hui, qui m'a beaucoup parlé par le passé, et je le respecte, et j'ai que des copines qui sont dans ce schéma-là, donc je respecte complètement toute manière d'envisager le couple, tant que c'est respectueux, et dans l'amour, et dans l'écoute, et sans violence, évidemment. Et malgré tout ça, ça fait 15 ans qu'on tient plus que la route, et qu'on est soudés comme jamais, et qu'on a envie de vieillir ensemble, et qu'on se projette, et ça n'a remis en rien en cause tout ça, en fait. Et c'est juste la leçon, je crois qu'il faut retenir de notre histoire, c'est que on l'a écrite ensemble, on a vraiment déconstruit ensemble. C'est pas moi qui suis venue au début d'une relation, parce que c'est encore différent, ça. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis « Bon, écoute, moi, je suis pas exclusive, et je veux une relation libre. » C'est complètement différent que là... Pendant 5 ans, on a été exclusifs et on a appris à se connaître, à se faire confiance. Et après, on a envisagé, étape par étape, de se laisser des possibilités de voir les choses différemment. Et voilà où on en est aujourd'hui. En quoi tu considères que cette liberté-là et ces explorations-là, ça t'a, toi personnellement, permis de grandir et de t'émanciper ? De par mon éducation... le fait d'avoir été la seule fille dans une famille quand même exclusivement masculine, où j'ai eu aussi des figures de femmes autour de moi qui n'étaient pas très émancipées, qui sont restées cantonnées à un certain rôle de femme, une position sociale en fait, dans laquelle après ma première rupture je ne me reconnaissais plus. Parce qu'en fait, finalement, cette rupture, elle m'a fait énormément de bien. En fait, ça a été un déclencheur de beaucoup de choses, et la séparation de mes parents aussi. C'est que du coup, ça m'a fait remettre en question tout ça, et je pense que j'avais la maturité, j'avais déjà 22 ans, de me dire, ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, en fait ? Est-ce que vraiment, si eux, en 25 ans de mariage, ils n'ont pas réussi, est-ce que moi, je vais y arriver ? Enfin, et est-ce que c'est un but en soi ? Enfin, ça a remis tellement de choses en question que... Et puis c'est des petites victoires personnelles. Dire que aussi, comme ma première expérience sexuelle a été une agression, en fait ça m'a servi à réparer un peu tout ça au fur et à mesure. Donc mon corps, mon rapport à mon corps, mon rapport à... Alors comme j'étais danseuse, mon corps je l'utilisais tous les jours, mais en fait je l'utilise plus de la même manière. Et parce que c'est plus un corps contraint, c'est un corps vraiment libéré. Et encore aujourd'hui, ma dernière relation par exemple, sexuellement, elle m'a débloqué encore beaucoup de choses qui me restent de cette agression, et je me rendais pas compte à quel point encore c'était encore présent, quoi. Je me dis, mais cette histoire-là, ça va faire 20 ans, et encore, ça laisse tellement de traces. Enfin, c'est tellement dur pour les femmes qui doivent se reconstruire après une agression, et moi, j'ai mis du temps à me dire verbalement que c'était une agression, déjà, parce que j'ai porté la honte et la culpabilité très longtemps, à me dire qu'en fait, je savais pas faire l'amour, que j'étais pas une femme, j'étais frigide, que j'étais... Tu vois, il y avait tout ça aussi qu'on te met dans la tête. Et voilà, et du coup, de me dire que j'étais capable de me donner autant intimement avec d'autres gens, parce que ça aurait pu être des femmes aussi, j'aurais pu rencontrer des femmes aussi érotiquement, parce que ça ne s'est pas passé. Mais ça m'a tellement fait du bien, en fait, ça me débloquait à chaque fois un truc. Et alors il y a toujours l'ego, le désir de plaire, d'être vue, parce que je pense que petite on m'a pas vue telle que j'aurais aimé qu'on me voie, et qu'on m'a pas assez vue comme j'aurais aimé qu'on me voie, c'est sûr, quand on est dans une fratrie
et la seule fille avec beaucoup d'attentes sur toi et tout. Je crois qu'aujourd'hui, ça m'impacte encore beaucoup et je travaille dessus avec ma psy. Mais c'est un mélange de tout ça, en fait. Et du coup, le fait d'expérimenter ça et d'être en confiance avec mon partenaire, d'avoir cette confiance et de se dire que il me laisse tellement cette liberté-là. En fait, il m'aime libre et il ne m'aimerait pas de la même manière si je le confrontais à de la jalousie, à de la possessivité, à de la propriété. Ce que je disais, c'est ce truc de propriété qui est très fort chez les hommes quand même, faut se le dire. Ce truc de... Ouais, c'est encore un truc de territoire, quoi. On est le territoire des hommes. Et en fait, de dire non, en fait, je ne suis pas ton territoire, je peux aller me balader dans n'importe quel pays si j'en ai envie. C'est génial, en fait, c'est hyper émancipateur, c'est génial, enfin c'est trop bien, que ça passe par le sexe, ou par la tendresse, ou par l'amitié érotique, ou par plein de choses, parce qu'il n'y a pas que le sexe. Et du coup, le fait de pouvoir te dire, en fait, je suis maîtresse de mon propre désir, et de ma propre liberté, qu'elle soit dans le travail, parce que ça amène beaucoup ça aussi, le fait que je sois freelance, intermittent du spectacle, et en fait c'est un tout. J'ai vraiment... c'est ma vie de femme qui s'est émancipée par mon métier, par mes choix de vie et par ma façon d'aimer. Et je suis convaincue intimement que pour moi et pour mon compagnon, aimer au pluriel, c'est ce qui nous apporte aujourd'hui notre équilibre. Et on peut s'aimer que tous les deux, il n'y a pas de souci aussi, mais ça nous apporte tellement un truc en plus dans nos vies qu'en fait, on ne peut pas forcément revenir en arrière. Et je sais que ça se trouve, il y aura des périodes où ni l'un ni l'autre, on ne verra quelqu'un forcément... Ça se trouve, pendant des mois, des années, on sera que tous les deux, et ce sera tout à fait ok aussi. Mais le fait de se dire que tout est possible, bah oui, c'est émancipateur de fou. Et puis moi, ça m'a débloqué tellement ça m'a soigné tellement de mes blessures d'enfance et d'adolescence et de jeune fille, jeune femme, qui est paumée et qui ne sait pas quelle place elle doit prendre... quelle place de femme elle doit prendre, et qui s'est un peu perdue dans cette place de femme, la femme 2, tu vois. Parce qu'avec mon ex, c'était un peu ça. Je serais tombée enceinte de lui à 20 ans, j'aurais été la femme 2, et puis c'était bon, mon destin était scellé. Mais, et en fait, d'avoir complètement mis ça... remis en cause tout ça, c'était... Je trouve que c'est vraiment un chemin de vie trop important pour moi. Mais c'est mon histoire, encore une fois. Mais chacun peut se reconnaître à des passages, quoi, dans des passages et dans des... C'est pour ça que le débat est intéressant. Mais je trouve que c'est tellement plus sain de vivre l'amour de cette manière, aussi dans notre société aujourd'hui. Je trouve que on a tellement de la chance jusqu'à quand ça va durer, qu'en tant que femme, aujourd'hui, on puisse choisir qui on aime, comment on aime, femme, homme, les deux à la fois... choisir son métier, choisir d'être indépendante financièrement. Dans des pays aujourd'hui, c'est pas le cas en fait. Donc on est privilégié de pouvoir le faire. On est vraiment très privilégié. Moi, je suis pas racisée, j'ai pas des problématiques que d'autres femmes peuvent rencontrer. J'arrive à subvenir à mes besoins. Enfin, on est tellement privilégiés dans notre société aujourd'hui. Donc en fait, c'est un tout. C'est l'intime et politique pour moi. C'est un acte politique et c'est un acte engagé d'envisager l'amour de cette manière pour moi. Et voilà. Et ça forge la femme que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup Chloé. On remettra toutes les références que tu vas nous envoyer dans le commentaire du podcast. Merci beaucoup pour toutes ces possibilités que tu as ouvertes dans nos esprits. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi d'avoir permis de partager tout ça. C'était très important pour moi de le faire. C'est trop chouette. J'ai hâte de voir vos commentaires et le débat est ouvert. Dans les recoins de Paris, je ne sais plus qui je suis. Embrasse-moi plus fort, plonge-moi dans mon oubli. Est-ce que je t'aime parce que tu m'aimes, parce que tu vois en moi celle que je ne suis pas?